Selon Kant, c'est pas parce qu'une œuvre nous plaît qu'on doit la trouver belle, c'est parce qu'on la trouve belle qu'elle doit nous plaire. En fait, le jugement esthétique, pour qu'il soit pur, il doit se débarrasser du désir, de l'attrait, de l'intérêt, de votre petite subjectivité, quoi, pour essayer de rejoindre le sens commun, c'est-à-dire ce qui pourrait plaire à tout homme. Mais dans l'expérience concrète du jugement esthétique, ça va être très difficile de démêler avec exactitude ce qui relève de vous, ce qui relève de votre subjectivité, puis ce qui relèverait d'une certaine forme d'objectivité ou d'universalité. Et c'est ce dont va prendre en fait acte Charles Baudelaire, puisqu'il va vous dire que en fait, le beau, il est composé selon lui d'un élément relatif et d'un élément absolu. C'est-à-dire que c'est les deux en même temps. Si une œuvre, elle ne cherche, si vous voulez, qu'à vous plaire, qu'à vous flatter dans vos goûts, dans la mode, dans le temps, etc., dans l'histoire, eh bien, elle va rester très superficielle, elle va rester vulgaire, cette œuvre, et puis elle ne va pas traverser les siècles. Si vous prenez un exemple caricatural comme Plus belle la vie, Plus belle la vie, ça flatte le spectateur en lui parlant de son quotidien. Ça ne recherche pas du tout le beau absolu. Et du coup, c'est pas une œuvre, si déjà c'était une œuvre, mais enfin en tout cas, c'est pas une œuvre qui va traverser le temps, elle sera très vite oubliée, on en est absolument convaincu. Au contraire, si dans l'œuvre il n'y a que de l'absolu, qu'une recherche d'absolu, ça va rester un petit peu trop froid pour nous. L'œuvre va rester hermétique. C'est un peu ce qui nous arrive avec l'art égyptien. Quand on le regarde, il est tellement normé cet art que nous on a du mal en fait à avoir une émotion face à ce genre de tableau, à moins d'être un grand spécialiste de l'époque et de pouvoir en saisir toutes les nuances. Cette œuvre est restée très loin de nous. Donc du coup, on ne va pas avoir d'expérience esthétique très puissante. Donc voilà. Et puis, par contre, si vous prenez quelqu'un comme Mozart, à l'inverse de Plus belle la vie, Mozart, lui, il a une recherche d'absolu. Il a une recherche d'absolu, mais pour autant, il s'inscrit dans son temps. Il fait des sonates, il fait des opéras, comme on faisait à l'époque. Mais malgré cela, Mozart, il recherche aussi d'aller plus loin, dans un absolu total. Donc il est en une recherche très profonde. Il s'adresse directement à Dieu, lui, quand il parle, quand il compose, il s'adresse à Dieu. Donc, d'une certaine façon, évidemment que Mozart, il va traverser le temps. Alors, il traverse le temps, et d'ailleurs aujourd'hui on écoute toujours Mozart, et comme tous les artistes d'ailleurs qui ont eu suffisamment de génie pour réussir à atteindre cet idéal de beauté. Et dire que cet idéal n'existe pas, qu'il est purement subjectif, c'est dire n'importe quoi, et c'est être de mauvaise foi. Si vous emmenez les élèves au musée, on est déjà allé au musée avec les élèves, donc au Louvre, et puis on est allé voir la salle de la Croix, c'est super, et donc voilà, les élèves ils s'assoient sur le banc, paf, ils regardent Delacroix, et là voilà, c'est clair, il n'y a pas photo, tu es devant un vrai Delacroix, en vrai, tu regardes, tu vois exactement ce dont on parle, c'est-à-dire tu vois très bien que Delacroix, c'est Delacroix, il est fort, il est tellement fort que voilà, tout le monde est subjugué, personne ne va se dire c'est subjectif, moi je trouve que Delacroix, c'est pas si bien que ça. Oui, si vous faites mieux que Delacroix, c'est bien, enfin vous êtes très fort. Mais auquel cas, vous êtes déjà convaincu de ce que je dis, parce que si vous dessinez aussi bien que Delacroix, vous savez bien que c'est pas subjectif l'art, parce que vous-même, ça veut dire que vous êtes dans une idéal, dans une perfection absolue, et vous n'êtes pas du tout en train de vous dire, pour moi l'art c'est subjectif. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a l'art bourgeois, qui est le seul qui devrait être estimé, Baudelaire, Mozart, Delacroix, et puis que les arts populaires n'auraient aucun intérêt, c'est pas ça. Quelqu'un comme Bob Marley, bien sûr, c'est dans la musique populaire de son époque, de la Jamaïque, sur son île, qu'il a cherché son inspiration, et c'est cette musique qu'il a élevée au rang d'universalité, justement par une volonté farouche de réussir. Mais aussi, là, il y a encore une fois une aspiration mystique qu'on retrouve chez Bob Marley. Et donc lui, il s'adresse aussi un peu comme Mozart à Dieu, mais sauf que là, il a une guitare au lieu d'avoir un piano. Mais au final, ça ne change pas. Et donc, il a envahi, sa musique a envahi la planète pour le bien de tous. Alors évidemment, il y a aussi des œuvres très mauvaises qui envahissent la planète, je suis d'accord. Mais elles vont pas rester longtemps. Elles font un petit tour, hop, et comme un virus, puis après elles repartent. Et puis on les a oubliées, et puis c'est fini. Voilà. Mais une œuvre d'art, donc, dit Baudelaire, alors... elle doit avoir ces deux éléments, un élément circonstanciel et puis un élément éternel, un élément subjectif, un élément objectif, un élément relatif et un élément absolu. Et c'est cela qui va forger la modernité selon lui. Donc la mode plus l'éternité, ça fait la modernité. Et ce qu'il demande aux artistes de son époque, quand il leur dit « vous devez être moderne », ce qu'il leur demande en réalité, c'est de rechercher dans le présent la beauté éternelle, afin que tout le monde puisse la voir. Donc ça, c'est une première chose que je voulais vous dire. Par ailleurs, pour juger, encore faut-il savoir, et puis pour savoir, il faut apprendre. Alors David Hume, il va nous dire que, en fait, le jugement de goût, il s'éduque. Il s'éduque. De la même façon, d'ailleurs, que le jugement de l'agréable. Un enfant, si vous le laissez faire, il va manger que des pâtes et puis des knackis, quoi. Donc si vous voulez qu'il évolue un petit peu, il va falloir le confronter à d'autres expériences culinaires afin de former son palais. Une langue, ça s'apprend, le football, ça s'apprend, et l'art aussi. Alors, d'une façon générale, les gens pensent que leur avis est légitime en art, mais David Hume dit, pas vraiment en fait. Ce sont les experts, entre guillemets, c'est-à-dire les hommes de goût, ou
les esthètes, hein, qui peuvent vous dire d'une certaine façon ce qui est beau. Alors ça ne veut pas dire que votre jugement il a aucune importance, ça veut juste dire que avant de parler de quelque chose, encore faut-il s'y connaître au moins un tout petit peu. C'est-à-dire qu'apprécier une œuvre d'art, c'est pas seulement dire « ah bah j'aime » ou « j'aime pas », c'est pas des pâtes quoi. Hein. Il s'agit plutôt d'essayer de comprendre ce que fait l'artiste. Et pour comprendre ce que fait l'artiste, il faut affiner son goût, c'est-à-dire devenir soi-même un esthète. Il ne s'agit pas de se dire « bon, bah, pour savoir ce qui est beau, je dois m'en remettre à l'avis des experts », pas du tout. Il s'agit soi-même d'éduquer son propre goût. Alors, d'ailleurs, David Hume, il nous donne quelques pistes. Alors d'abord, dit-il, il faut se délivrer de nos préjugés, parce qu'on a tous des préjugés sur l'art qui nous viennent de notre culture, de votre milieu social, etc., qui nous empêchent, qu'il faut qu'on forme un écran en fait entre nous et l'œuvre. Hein, par exemple, Marcel Duchamp, il a beaucoup lutté contre ce qu'il appelle l'art rétinien, le préjugé selon lequel l'art doit imiter la nature. Alors évidemment, si vous avez ce préjugé, vous ne pourrez jamais apprécier l'art abstrait, l'art contemporain, vous trouverez toujours que c'est nul parce que ça ne représente pas du tout le réel. Donc bon, on en a déjà parlé, mais c'est absolument évident. Donc Kandinsky, vous allez dire c'est nul, ça ressemble à rien, quoi. Bon, alors, donc tous vos préjugés, en fait, ils sont des écrans. C'est la même chose avec les arts primitifs. Au départ, les gens disent oh, c'est nul parce que ça ne correspond pas aux critères classiques qu'on avait de la peinture. Mais les grands artistes, eux, ils ont vu au contraire quelque chose d'étonnant, quelque chose d'intéressant. Hein. Picasso, le premier, enfin parmi les premiers en tout cas, s'est dit que dans l'art primitif, il y avait quelque chose de spectaculairement intéressant. Et donc il l'a intégré lui-même dans ses propres œuvres. Bon. Par ailleurs, il faut aussi un petit peu de pratique, c'est-à-dire que la fréquentation assidue des œuvres d'art va vous permettre de développer en fait des capacités de compréhension, d'analyse, de jugement, de finesse, de perception aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, solliciter son corps, c'est aussi le transformer. C'est-à-dire que par l'écoute de la musique, par exemple, vous allez affiner en fait votre oreille, votre mémoire aussi, et votre capacité à entendre de la musique. Si vous écoutez des musiques qui sont très longues, qui sont jouées sur des temps avec des mélodies qui continuent, qui commencent et qui durent 1 minute 30, 1 minute 40, il faut quand même une grande mémoire pour pouvoir les retenir. Hein, un grand musicien, je ne sais pas, quelqu'un comme Mozart, il peut entendre 50, 60 lignes d'instruments en même temps dans sa tête. Alors que nous, on a beaucoup de mal. Déjà, si vous ne faites pas de musique, vous avez même des fois du mal à isoler dans une musique la basse de la guitare ou la batterie de la basse. Et donc, ça prouve que votre oreille, elle n'est pas très habituée en fait à la musique. Et donc, vous pouvez écouter que de la musique relativement simple d'accès. Et les autres musiques, elles ne vous plairont pas. Mais elles ne vous plairont pas parce qu'elles ne sont pas belles, mais seulement parce que vous ne les comprenez pas en fait. Vous n'avez pas les capacités de les entendre. En fait, en sollicitant votre corps, vous le transformez, quoi. Hein. Et de toute façon, ce que disait déjà Aristote, c'est en jouant de la cithare que l'on devient cithariste, et c'est en écoutant de la musique que l'on devient mélomane, et c'est en pratiquant et en fréquentant les œuvres d'art qu'on devient un esthète. Et puis, aussi, il y a l'idée aussi de la comparaison, c'est-à-dire qu'il faut connaître les œuvres d'art pour pouvoir les comprendre. C'est-à-dire que, de fait, si vous avez vu qu'une seule peinture classique, vous allez avoir du mal à voir si elle est plus réussie qu'une autre, parce que vous n'avez aucun élément de comparaison. Donc, évidemment, il faut être capable de situer l'œuvre à la fois dans l'histoire de l'art, mais aussi dans l'histoire des hommes. Parce que de la même façon, si vous ignorez par exemple ce que c'est que l'Annonciation, vous ne pouvez pas comprendre un tableau par exemple de Fra Angelico qui la représente. Donc le sens du tableau vous échappe complètement, vous ne pouvez même pas y voir un intérêt. Si vous visitez par exemple le site d'Angkor de la même façon sans le connaître, vous avez quand même trouvé ça beau, mais une grande partie de tout ce qu'il y a d'intéressant à voir va totalement vous échapper. Donc il faut convenir quand même qu'avant de pouvoir apprécier une œuvre d'art, il y a quand même quelques connaissances à avoir, quelques habitudes à prendre, et puis une éducation de notre sensibilité. Voilà. Alors pour conclure sur l'art est-il subjectif, bon évidemment c'est une position très pratique que de dire ça, l'art c'est subjectif, parce que dans ce cas-là tous les goûts se valent, donc sans aucun effort, mes goûts peuvent être équivalents de ceux qui s'y connaissent parfaitement, ou en tout cas davantage. De la même façon ça voudrait dire que vous écrivez un poème pourri, puis il est aussi bien que celui de Baudelaire, donc bon, voilà. Donc en fait, derrière son apparence démocratique, ce jugement il est très narcissique, c'est-à-dire que ça vous permet grosso modo de considérer que vos goûts sont à l'égal de ceux des autres sans faire aucun effort, donc c'est très bien, mais c'est très pratique. Puis c'est aussi démagogique bien sûr, puisque en fait vous pouvez flatter évidemment tout le monde en disant que les goûts et les couleurs ça se discute pas. Mais on voit très bien d'ailleurs le danger de ce genre de position, hein, d'un point de vue par exemple politique. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ça sert à rien de faire des musées, ça sert à rien d'éduquer le peuple à des arts qui semblent plus exigeants. Pourquoi? Parce que finalement Johnny, Mozart, c'est pareil, alors on n'a qu'à mettre Johnny au Panthéon et puis voilà, et puis c'est fini quoi. Hein, on voit aussi quel principe pédagogique on peut en faire. Bon les élèves ils préfèrent Stromae à Baudelaire, mon papa, c'est bien, c'est intéressant, alors du coup hop, on n'a qu'à supprimer Baudelaire des programmes, hein, parce que c'est trop compliqué à apprendre. Donc bon voilà, il faudrait peut-être se calmer un petit peu, et puis pour l'instant on va se retenir et puis on va pas brûler les musées.